Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Sandrine Guémard et Théodore Tiplicea, dire, Sécurité, éducation et mobilité. Maîtrise des risques et prévention 2, 2015. Sandrine Guémard et Théodore Tiplicea, dire, Sécurité des déplacements, protection des usagers et de l'environnement. Maîtrise des risques et prévention 1, Travel Safety, User and Environment Protection. Risk Control and Prevention 2015. Isabelle Papieau, Les années 80. Miroir de l'époque Art déco 2015. Yannick Brunpicard, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM. Personnification d'une interface éducative, 2015. KVDASTOOREH, vers une sociologie foucaldienne. Réunir l'objectivation et la subjectivation, 2015. Alexandre Brard, Recomposition territoriale en Outre-mer ou le collectif dans l'action publique, 2015. Denis Laforgue, Essai de sociologie institutionnaliste, 2015. Anthony Galluzzo, Mythologie comparée des stars 2015. Citation. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, 1992. Chaque jour nous construisons nos territoires, nos références, nos modes d'expression et nos leviers d'affirmation. Prendre conscience de notre dépendance à autrui, à l'écorce terrestre ainsi qu'aux dynamiques sociétales, s'avère indispensable pour l'œuvre de l'humanité. Yannick Brunpicard, Montréal 2012. Géraldine et Johan, vous m'avez permis de parvenir à une certaine sagesse. Aujourd'hui, Firmin, Lynn, Lily et Jules nous invitent à aller un peu plus loin dans la sagesse partagée avec Brigitte. Introduction. La couverture de cet ouvrage présente des élèves de grande section en maternelle lors de l'accueil. Ils effectuent en autonomie des lignes d'écriture cursive. Ils s'installent sans directive. Ils sont les constructeurs de leur savoir. L'enseignante, en fonction d'une progression de nature didactique, a instauré une démarche pédagogique pour laquelle les élèves deviennent des actants. Nous avons une intégration de la didactique dans l'œuvre pédagogique. Toutes les pratiques éducatives et d'enseignement ne sont pas aussi idéales que cette image où les enfants se responsabilisent, tout en conservant la responsabilité de l'enseignante, qui veille discrètement au bon déroulement de l'activité réalisée en autonomie. Ailleurs, les élèves sont assis face à l'enseignant. Ils semblent écouter. Ils recopient ce qui leur est diffusé. Ils sont bien présents dans la salle de cours. Ils apparaissent attentifs. Toutefois, la réalité s'avère bien différente. Les élèves assistent aux cours sans percevoir l'intérêt de ceux-ci. Ils vivent des situations éducatives et d'enseignement pour lesquelles les savoirs sont rendus accessibles, mais sans l'étincelle, sans la flamme de la motivation et de l'envie. Ils subissent une démonstration mécanique qui les conduit d'un stade d'absence de connaissance à celui d'une capacité à restituer des savoirs qui ont été inculqués d'une manière didactique, selon un cheminement défini propre au domaine d'étude tout en étant vide de passion. La séance est construite. Sa progressivité est indiscutable. Son contenu en totale adéquation avec les exigences du programme. L'enseignant exécute la démarche didactique dans toutes ses attentes. Cependant, le manque de vie, l'absence d'intérêt qui n'a pas été énoncé en début de séance, l'absence de but pouvant être matérialisé par les élèves, l'absence d'effervescence sont autant de traits qui démontrent que la pédagogie de l'exercice éducatif n'est pas présente. Elle est submergée par l'emprise de la didactique, laquelle oublie que le savoir diffusé est quelque chose de vivant,
et qu'il faut être en mesure de fixer l'attention des apprenants pour que l'œuvre d'éducation et d'enseignement atteigne ses finalités d'instruction, d'acquisition des savoirs et de faculté à la restitution. Dans une autre classe, l'effervescence est là. Des questions fusent. Des participations émaillent l'exposé de l'enseignant. Des propositions d'explication sont effectuées par les élèves devant leur père. L'enseignant prend en considération au tableau les suggestions des élèves. Les supports progressifs attirent l'œil, les élèves lisent. Ils s'expriment. Ils réalisent. Ils restituent ce qui vient de leur être proposé. La salle de classe est tenue avec fermeté et autorité, dans une autonomie contrainte assumée par l'enseignant. Il fait varier ses intonations, ses supports et ses ouvertures transdisciplinaires. Il donne envie aux élèves de découvrir ce qu'il y a juste après ce qui vient d'être proposé, en leur montrant que c'est accessible. L'abstraction est présente, tout en faisant des erreurs et en percevant la complexité de ce qu'il y a à accomplir. La trame didactique a été préservée. L'enseignant a rendu des savoirs, parfois ardus, suffisamment préhensibles aux apprenants en les disséquant et les structurant dans une progressivité fonctionnelle où l'évaluation, le test et la découverte ont leur place. Cet exemple trop rare au regard de nos années d'observation silencieuse des réalités des pratiques éducatives et d'enseignement dans les écoles maternelles, primaires, au collège et au lycée, ainsi que dans des contextes d'apprentissage, de pratiques sportives ou de formation pour adultes, nous mène au constat que la didactique enterre l'œuvre pédagogique. Qu'elle est devenue si prégnante dans les pratiques éducatives et d'enseignement, que les diffuseurs des savoirs n'agissent plus que sous le sceau de la didactique, oubliant que pour fixer l'attention de tous les élèves, il est impératif de faire œuvre de pédagogie. Nous affirmons que la désagrégation des pratiques pédagogiques dans l'exercice de la didactique est une cause majeure à la perte de l'efficience de l'enseignement prodigué aux apprenants. Pour endiguer ce fléau éducatif, il est impératif de repositionner la didactique au service de la pédagogie afin de faire vivre, de dynamiser et d'inciter les élèves à acquérir, à assimiler et à projeter les savoirs présentés. Comment mettons-nous la didactique au service de l'œuvre pédagogique, alors que les orientations contemporaines dans les domaines des pratiques éducatives et d'enseignement ont tendance à éloigner ces facettes pourtant indissociables? La didactique est indispensable aux actions éducatives, de formation, d'enseignement et d'apprentissage. Elle ne peut pas être séparée de l'action pédagogique, dont elle est un socle indissoluble. En aucune manière la pédagogie n'est une métascience. Elle est un art, une œuvre vivante exercée au contact des élèves. Tout intervenant dans des situations d'éducation, d'apprentissage, d'enseignement ou de formation doit prendre appui sur un ancrage didactique afin d'avoir une base reproductible, vérifiable et quantifiable. Elle atteste de l'expression d'une scientificité vitale à ses pratiques. En outre, simultanément, il a l'obligation de catalyser les destinataires sur ce qui est proposé. Pour cela, il doit agir dans une démarche pédagogique qui va inciter les élèves, les destinataires, les apprenants à s'approprier les savoirs rendus explicites par l'action didactique qui les a initialisés. La didactique et la pédagogie ont leurs ardents défenseurs, voire bibliographie, qui trop souvent occultent des réalités éducatives pour servir à l'exclusif leur domaine d'exercice. Nous n'effectuerons pas un procès de ces mouvances à notre sens néfaste pour la qualité de l'enseignement proposé aux apprenants. Nous présentons une articulation complexe à partir de laquelle nous abordons les réalités des pratiques didactiques et pédagogiques. À partir de ces aspects, nous sommes en position pour mettre en exergue le côté obscur des réalités éducatives qu'aucun acteur des systèmes éducatifs n'accepte de prendre en considération pour y répondre. Cependant, en conceptualisant l'univers éducatif et les objectifs des pratiques éducatives et d'enseignement, nous pouvons entreprendre une lecture particulière des faits et des phénomènes existants. Nous posons un regard sur la didactique par l'intermédiaire de sa mise en place renforcée par la brève présentation de ce vers quoi tend la didactique. Nous sommes en mesure d'avancer au cœur de ce domaine et de mettre en évidence sa mise en œuvre au sein des réalités des pratiques éducatives et d'enseignement. Sur cette base, nous abordons les actions contextuelles d'éduquer et d'enseigner par le prisme didactique. Les apports de la didactique dans les pratiques annoncent les travers d'une didactique exercée comme un enfermement. C'est alors que la déification de la didactique vient secouer ce domaine,
pour préparer le terrain à notre définition de la didactique. Le premier domaine étant dépeint, nous nous tournons en direction des pédagogies diversifiées. Nous reconnaissons que l'exercice pédagogique peut être fourvoyé, et qu'il n'est pas la panacée. Puis, nous nous attachons aux pédagogies agrégatives, de stratification et projectives. Ainsi, un panel étendu des pratiques pédagogiques expose les traits identitaires de cette œuvre au plus près des apprenants. La pédagogie dans ses réalisations au sein des pratiques éducatives et d'enseignement atteste qu'elle est un domaine scientifique qui se vit au contact des destinataires. Dans le même temps, elle est porteuse d'exigences propres à son œuvre. Ces constatations servent de socle à notre définition de ce qu'est pour nous la pédagogie, ainsi qu'à ses leviers spécifiques pour rendre viable le rôle de l'apprenant. Les lectures de la didactique et de la pédagogie, dans les pratiques éducatives et d'enseignement, annoncent des interdépendances indissolubles et impératives entre ces deux domaines. Cela se vérifie dans la conceptualisation, les rapports au lieu d'exercice, les destinations et les imbrications sans omettre l'émergence du pédagogue didacticien. Enfin, des enseignements sont retenus de nos lectures et de nos développements synthétiques au sujet de la didactique et de la pédagogie, dans les pratiques éducatives et d'enseignement. Des attentes agrégatives annoncent des pistes attrayantes pour le renforcement des liens entre les deux domaines. Toutefois, les acteurs éducatifs doivent avant toute chose conscientiser les errances notoires qui nuisent profondément à l'enseignement sous toutes ses formes. Cependant, une synergie constructive devrait permettre de répondre aux dysfonctionnements et aux dogmes qui engoncent toute efficience afin de tendre en direction d'une symbiose réelle et prometteuse de la didactique et de la pédagogie. L'intérêt de cet ouvrage est de reconnaître les errances de la didactique et de la pédagogie, tout en exposant des positionnements et des mises en œuvre fonctionnelles. À partir de ceci, il est envisageable de voir des élèves attentifs, motivés, passionnés et engagés dans l'acquisition des savoirs qui leur sont inculqués. Didactique et pédagogie. Dissocier la didactique de la pédagogie dans leur pratique est à notre sens impossible. Cependant, mettre en évidence ce qui constitue ces deux domaines, ce qui les différencie et ce qui les spécifie nous éclaire sur leur place, leur rôle, leur fonction et leur destination au sein des pratiques éducatives, d'enseignement, de formation et d'apprentissage. Tout intervenant dans ce type d'action transpose, transforme, modifie et diffuse des savoirs plus ou moins scientifiques aux apprenants auxquels il s'adresse. Il emploie la didactique pour mettre en forme ce qu'il propose. Puis au contact des destinataires, il fait œuvre de pédagogie pour présenter les supports préparés en les rendant attrayants et vivants. Engendrer un conflit entre la didactique et la pédagogie n'est pas l'option que nous poursuivons. En revanche, mettre en évidence que la seule pratique de la didactique est un fléau largement plus nocif que la seule pédagogie répond à nos orientations. Il est indubitable que la didactique est inséparable de l'œuvre pédagogique. Par ailleurs, tout enseignement qui se veut efficace doit intégrer dans ses fondements une trame didactique pour préserver une ossature reproductible à ce qui est diffusé pour les apprenants. Cependant, nous devons prendre en considération que ces deux domaines des sciences de l'éducation et plus largement des sciences humaines se réalisent dans un cadre contextuel particulier qui exige une approche spécifique. Ainsi, nous abondons dans le sens de Stengers, 1993-163, pour qui les scientifiques apportent des incertitudes. L'incertitude irréductible est la marque des sciences de terrain. Elle ne tient pas à une infériorité, mais à une modification des rapports entre sujet et objet, entre celui qui pose les questions et celui qui y répond. Toutefois, en s'engageant dans cette direction, il est impératif pour le producteur de savoir d'avoir la conscience du risque pris pour œuvrer aux marges de la normalité institutionnelle comme nous le rappelle Doss, 1997, 402. C'est cette notion de risque qui doit inciter les sciences humaines à ne plus s'enfermer dans des objets préétablis ou des cadres théoriques clos sur eux-mêmes, mais à s'ouvrir à l'irruption de la nouveauté, de l'irréversibilité. Cela nous rapproche de Foucault, 1969-255. C'est en interrogeant les sciences, leur histoire, leur étrange unité, leur dispersion et leur rupture que le domaine des positivités a pu apparaître. C'est dans l'interstice des discours scientifiques qu'on a pu saisir le jeu des formations discursives. Sur ces indications, nous pouvons aller plus loin dans les stratifications,
dans les structurations et dans les articulations afin de rendre la réalité accessible en toute conscience. Ces traits nous entraînent dans le complexe. Le complexe, c'est le non réductible, le non totalement unifiable, le non totalement diversifiable. Le complexe, c'est ce qui est tissé ensemble y compris ordre-désordre, un multiple, tout parti, objet-sujet, objet-environnement clair-obscur. Plus loin il ajoute afin d'insister sur ses particularités, le complexe, c'est l'indécidabilité logique et l'association complémentaire de deux vérités contradictoires. Tout est complexe, la réalité physique, la logique, la vie, l'être humain, la société, la biosphère, l'ère planétaire. Morin, 1999, 163. Les liens qui existent entre la didactique et la pédagogie sont de cette nature. Ils sont des représentations du complexe dans toutes ses diversités. En acceptant une situation de ce genre, nous reconnaissons implicitement qu'une part d'indicible demeurera dans nos propos et que nous ne pourrons mettre en évidence, soumettre à la critique, Popper, 1996, 467, que des aspects restrictifs des pratiques éducatives, d'enseignement, de formation et d'apprentissage pour lesquels la didactique et la pédagogie sont employées. Afin de rendre notre démarche accessible, nous exposons l'articulation d'une méthodologie complexe, le côté obscur des réalités éducatives, la conceptualisation d'un univers éducatif et les objectifs des pratiques éducatives, d'enseignement, de formation et d'apprentissage. Une articulation complexe. Tout phénomène dans son unicité exige que l'on soit en mesure de concevoir une trame générale pour approcher au plus près de sa réalité. Ce n'est pas une fuite ou une affirmation forcenée d'un individualisme méthodologique dogmatique, ou encore un rejet des normes institutionnelles, bien que si celles-ci étaient pertinentes, nos sociétés devraient pouvoir répondre aux maux qu'elles subissent, ce qui n'est pas le cas. Cette articulation complexe s'articule autour de la sémiotique, de la contextualisation, d'un territoire référentiel d'échange et de la praxéologie indissociable de toute action dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de l'apprentissage. Nous avons fait le choix de représenter les articulations internes des constructions cognitives que nous voulons rendre accessibles et explicites au plus grand nombre de destinataires par l'intermédiaire de carrés sémiotiques desquels un vecteur sémiotique émerge. Déjà exposé très fréquemment dans nos travaux antérieurs, BRUNPIC-ARD, 2013 à 2015. Ce choix discutable pour les puristes de la sémiotique est une adaptation fonctionnelle et pragmatique d'un outil conceptuel à même de nous rendre le monde des faits plus facilement saisissable. La sémiotique, Klinkenberg, 1999, est un outil de représentation d'un décortiquage d'une réalité conceptualisée par des figures synthétiques reliées entre elles par les vecteurs sémiotiques. Il est vrai que ce type de démarche n'est pas institutionnalisé, qu'il n'est pas validé encore par nos pairs, mais il a été exposé, débattu, défendu et accepté lors de multiples conférences effectuées depuis quelques années notamment à Montréal, Québec, Sherbrooke, Paris ou Rimouski. Cet emploi de la sémiotique est construit pour simplifier l'agrégation des interactions sociétales, les interdépendances entre les acteurs, l'action de l'actant et les liens au support physique dans lequel se déroule le phénomène étudié. Pour mettre en évidence un vecteur sémiotique, l'articulation interne du carré s'effectue autour d'un référent, d'un stimulant, d'une signification et d'une destination. Il est vrai que ces termes sont parfois, voire fréquemment tronqués pour que la figure colle au plus près de la phase décrite ou de la réalité interne à une action. Cependant, ces intitulés sont les domaines principaux des représentations présentées. Ainsi, chaque carré est une image de la dissection effectuée pour rendre explicite la phase mise en évidence. En quelque sorte, s'il était possible de faire une représentation en deux dimensions de ces agrégations tridimensionnelles, nous aurions à disposition une structure neuronale. Le référent est l'espace territorialisé, le territoire, le sanctuaire, le point, le lieu, voire la structure où se déroule l'action sociétale étudiée par l'actant. La diversité de sa nature, de sa constitution et de sa délimitation fait de cet élément un ancrage évolutif tout en posant concrètement les phénomènes dans un contexte défini par un territoire d'exercice. Ce qui est observé, analysé, disséqué, exposé et explicité doit être porteur de signification et doit avoir sa propre signification. Cela implique que l'actant BRUNPIC-ARD, 2015, doit rendre visible et lisible ce qui est exprimé et ce qui peut être perçu.
Le stimulant à la réalité en cours d'analyse intervient sur la signification et le référent puisqu'il agit dans un contexte référencé, et que ce qui est entrepris est effectué en fonction de la signification induite et attendue. Le stimulant peut être une présence, une activité, une relation ou tout autre phénomène à même de modifier un état initial. C'est alors que la destination de ce qui se déroule dans l'espace circonscrit avec des acteurs définis et des actions reconnues prend sa place. Elle est à la fois ce qui initialise une démarche et simultanément ce vers quoi tendent les acteurs de la réalité en cours de construction par un mécanisme de RETRE, BRUNPICARD, 2005. La sémiotique conçue et pratiquée dans ses perspectives fonctionnelles avec pour finalité de rendre explicite et compréhensible un phénomène donné, facilite à notre sens la lecture des faits, leur intégration et leur exposition en allant au plus profond de leur structuration en évitant tout dogme, idéal, croyance ou dépendance à un système ou une école de pensée qui aurait pour objectif de limiter l'accès à la réalité afin de répondre aux maux de nos sociétés. Cette trame d'exposition des réalités perçues en toute subjectivité objectivée participe à une meilleure assimilation de la diversité. Figure 1. Une influence conséquente de la sémiotique. Une fois la sémiotique présentée dans son emploi et ses orientations particulières mises en pratique dans nos développements, nous pouvons nous pencher sur la contextualisation. Pour ce domaine abordé et intégré dans nos travaux antérieurs, BRUNPICARD, 2013, 2014, 2015, nous reprenons ce que nous avons déjà exposé. Il est extrêmement difficile de reformuler en permanence nos axes de pratique. C'est pour cela que nous demeurons solidement attachés au texte déjà produit. C'est-à-dire que nous réaffirmons fermement notre positionnement par rapport au phénomène que nous souhaitons étudier, en fonction d'une approche méthodique articulée sur ces aspects. Ce positionnement méthodologique est la mise en œuvre d'une pensée de Marc Aurèle, 1992-180. Regarde toujours en elle-même la chose qui te donne une idée et analyse-la en la décomposant en cause, finalité et durée au terme de laquelle elle devra cesser d'être. Sa mise en pratique implique que nous accordons une place particulière à la lecture des phénomènes, à leur structuration ainsi qu'à leur accessibilité, Mukieli 1983, 60, tout en la mettant en corrélation avec les démarches collaboratives, Chevalier 2009, indispensables à un partage, à une compréhension et à une appréhension physique des phénomènes sociétaux étudiés. Le lien affirmé aux travaux de Mukieli est un reflet de la méthodologie générale employée pour parvenir à notre finalité de rendre accessible l'interdépendance entre la didactique et la pédagogie dans les pratiques éducatives et d'enseignement. Ce prérequis atteste d'un lien conceptuel relativement dense avec les théories de cet auteur. En effet, nous mettons les acteurs, l'être en situation, 1983-19, en corrélation avec le sens perceptible des situations observées en fonction de la compréhension à laquelle nous pouvons accéder, en pratiquant une forme de réduction de la réalité que l'on souhaite expliciter, tout en saisissant les variations et les significations particulières. Quelque part, cela légitime et valide notre choix d'une démonstration par des cheminements non usités jusqu'à maintenant. Nous demeurons ainsi dans une structure d'analyse ouverte, où les éléments sont agrégés en fonction des événements tout en étant en mesure de saisir les invariants qui contribuent à mettre en exergue les similitudes, pour produire des comparaisons, sachant que comparaison n'est pas raison. Elles sont fondées sur des systèmes cohérents d'exposition, en mesure de rendre explicite une partie de la réalité exposée. Cela signifie qu'il existe une certaine perméabilité entre les constituants, les articulations et les finalités, et que des significations proximales peuvent être observées, sans dénaturer l'objet en direction duquel tend le travail d'investigation. En outre, à ces aspects sont associées les structurations sémiotiques indissociables des agrégations conscientes et inconscientes à même de faciliter la compréhension des réalités auxquelles nous aspirons à répondre. Une structure présémiotique prend forme à la lecture des directives de Mukieli. Ces propositions théoriques et méthodologiques contextualisées pour les spécificités de notre étude mettent en évidence des articulations visibles tout au long de nos développements sous multiples formes. L'appropriation des phénomènes par le prisme d'une structuration constructiviste et génétique,
ce qui est notre démarche, qui va bien au-delà des théorisations de Mukieli et qu'il nous faudra plus largement théoriser à notre tour, permet d'accéder à ce qui dynamise un phénomène, à ce qui freine les relations qui l'alimentent, aux axes d'action qui lui donnent forme ainsi qu'aux structures spécifiques vectrices de son identité. Cela permet d'accéder aux significations des faits observés en fonction de la culture des acteurs, de la société d'appartenance, du support terrestre d'exercice ainsi que des phases temporelles et de localisation. La situation en elle-même, le contexte particulier qui nous fait faire un bond en direction de la contextualisation, Mukieli 2005, les acteurs dans leur diversité et les contraintes produites par les interrelations dessinent une facette de cette structuration analytique. Il en est de même pour la place donnée et prise par le phénomène, le prisme de lecture de l'observateur avec ce qu'il est et sa subjectivité, les orientations données aux travaux et l'intérêt immédiat ou différé de l'étude entreprise. Ces aspects permettent de percevoir le maximum de facettes des acteurs, la conduite mise en œuvre de manière consciente ou inconsciente, la situation initiale et son évolution en corrélation avec la destination souhaitée, affirmée et visible pour les extérieurs. Enfin, par cette fenêtre méthodologique de nature structurelle que nous agrémentons d'un constructivisme génétique, pour ne pas dire d'un certain matérialisme génétique, nous accédons au type de relation, par le décortiquage institutionnalisé aux différents niveaux d'interrelation et d'interconnexion. Il est alors possible de dresser une typologie, comme pour les expressions des acteurs et des réalisations induites en fonction du rythme, du déroulement, du phénomène, de ses intensités et de ses densités évolutives. Une trame complexe et phénoménologique est mise en place pour laquelle les influences de Merleau-Ponty 2002, de Hegel 2002, de Heidegger 1959, de Habermas 1987 sont prégnantes et peuvent se percevoir au cœur de nos développements. La structuration fonctionnelle, articulée sur les microstructures de 4 constituants, est déjà un emploi non dissimulé de la sémiotique développée avec des transformations adaptées au contexte d'intervention. La contextualisation devient dans notre pratique un outil incontournable, car elle met en situation l'actant au contact des acteurs, des dynamiques de la réalité événementielle, des mouvances et des rythmes particuliers qui animent les faits, d'une certaine perméabilité existante entre les différents éléments en interaction et au final elle facilite l'extraction de typologies pragmatiques en corrélation avec le vécu partagé par l'actant. Cela annonce la mise en œuvre consciente de la praxéologie, et surtout la définition d'un territoire référentiel d'échange. Figure 2. La contextualisation un outil incontournable. Notre choix, il est vrai discutable, de mettre en application une transformation de la sémiotique pour décortiquer des réalités et les rendre plus explicites en associant l'analyse à la contextualisation et aux méthodes collaboratives réclame que nous ancrons notre démarche sur un socle physique. C'est le rôle du territoire référentiel d'échange. Il provient du contexte dans lequel il prend forme. C'est-à-dire qu'il est unique, et qu'il ne peut qu'être semblable aux autres et non identique. Il acquiert son statut en agrégeant des fonctionnalités, des dynamiques, des interdépendances et des fondements propres à son identité. Cette structuration cohérente est une représentation de ce que nous définissons en ces termes. Territoire référentiel d'échange. Parcelle territorialisée avec ses limites, ses bornes, ses marquages, ses symboles, voire ses mythes, elle est définie par les types d'échanges qui lui donnent sa structure, ses fondements et ses destinations. Elle acquiert sa texture, sa densité et sa pertinence par l'agrégation des fonctionnalités mises en synergie, des dynamiques présentes, des inductions et des interdépendances. Elle est un ancrage nodal où transitent les flux mémoriels entretenus, diffusés, sélectionnés et imposés par les acteurs en présence dans le contexte de production. Ces éléments sont associés, articulés et stratifiés en prenant appui sur des jalons pragmatiques partageables par tous les intervenants endogènes et exogènes, qui vont contribuer à la délimitation de la parcelle de réalisation. Ce territoire est fortement dépendant du contexte dans lequel les acteurs le produisent et le façonnent. Toutefois, il est une articulation centrale pour les aspects mémoriels et relationnels, car il favorise l'intensification des strates mémorielles pouvant être partagées par les individus dans une perspective d'imbrication complexe des orientations, des attentes et des impondérables qui viennent agrémenter l'ensemble. Le territoire référentiel d'échange s'articule autour des fonctionnalités,
des dynamiques, des fondements et des interdépendances partagées par les acteurs des faits mémoriels territorialisés. Tout engramme est élaboré en réponse à des fonctionnalités intuitives, volontaires, mécaniques et agrégatives. Cela signifie que celles-ci sont en résonance avec l'interface d'expression et d'affirmation sur laquelle elles s'expriment, elles sont appropriées et elles sont exploitées par l'actant à l'œuvre pour sa production mémorielle. Les fonctionnalités sont partiellement dépendantes des fondements sur lesquels elles acquièrent leur nature et leur intégration au territoire référentiel d'échange entre les personnes en présence. Les fondements sont de nature physique, psychologique, cognitive, matérielle et contextuelle. Ils sont à la fois sélectionnés par l'individu qui entreprend sa construction mémorielle et totalement indépendante de sa volonté. Les dynamiques spécifiques à la situation orientent l'emploi des fondements en alimentant les interdépendances potentielles entre les différents éléments en présence. Ainsi, nous avons un territoire référentiel en mouvement, malléable, évolutif et projectif pour parvenir à un référencement efficient au sein duquel nous pouvons percevoir, analyser, comprendre pour parvenir à expliquer les réalités vécues, partagées, subies et diffusées par les acteurs éducatifs des pratiques d'enseignement, de formation et d'apprentissage dans leur territoire d'exercice. Il est un support fonctionnel avec lequel chaque acteur sociétal peut interagir, dans le but de structurer ses référents d'échange. L'intégration du lien territorial aux pratiques didactiques et pédagogiques sous-tend que celles-ci seront dans leur forme de mise en œuvre différentes, car adaptées aux lieux sur lesquels se déroulent les phénomènes d'enseignement. Figure 3. Présence d'un territoire référentiel d'échange. Un territoire référentiel d'échange impose que les individus conscientisent leur action et qu'ils contextualisent leur action. Une action praxéologique est alors décelable. En effet, à partir de l'instant où l'on revient sur ces pratiques pour les faire évoluer en corrigeant des erreurs, l'actant œuvre au cœur d'une démarche praxéologique qui est bien plus que la seule réflexivité. Il nous faut effectuer un rappel de ce qu'est la praxéologie, dans ses traits principaux. Cela nous semble indispensable afin de positionner dans les meilleures conditions cette pratique dans le cadre éducatif. Cette synthèse reprend l'essentiel précédemment démontré, BRUNPIC-ARD, 2015, pour un emploi généralisé de la praxéologie. Nous demeurerons extrêmement synthétiques, et nous ne reprendrons que ce qui nous apparaît satisfaisant à une contextualisation pertinente avec notre objet. Cependant, la définition de la praxéologie est reprise. Elle ancre fermement notre démarche dans cette science de l'action, SKIRBEKK, 1999, PETRUSZWYCZ, 1965, pour mettre en place l'initialisation de l'action praxéologique, territorialiser l'action, pour l'harmonie attendue et les liens avec les méthodes collaboratives. La définition de ce qu'est à notre sens, la praxéologie. Praxéologie. La praxéologie est une démarche méthodique, au cœur de l'action, articulée selon des modèles complémentaires et parfois en tension. Elle agrège les aspects pertinents selon le principe de moindre contrainte, des modèles structurels, systémiques, socio-constructivistes, cognitivistes, génétiques, pragmatiques et dialogiques de conscientisation récursive et autorégulée sur l'agir, le perçu, le produit et la destination. L'analyse, structurée et construite, implique l'ensemble des dimensions, mises en synergie, afin d'atteindre la réalisation d'une production professionnelle en fonction de ses temporalités, ces dynamiques de rupture-continuité de la structuration de l'interface de contact pour l'ensemble des agissants. Ainsi s'atteignent, pour l'actant, des ajustements fonctionnels de savoir évolutif sur le domaine d'étude et s'acquièrent des capacités innovantes de prévisibilité, d'anticipation et de projection. Sa finalité s'exprime dans la production d'une théorie à même de nous éclairer sur une réalité, et par extension sur notre humanité. Cette définition est dense pour ne pas dire trop dense. Elle offre à tout actant la possibilité d'aller plus loin que la seule science de l'action. Elle permet de démontrer que cette méthodologie aussi ancienne que la stratification des savoirs se révèle pertinente pour rendre explicites les réalités que l'on veut percevoir. Nous avons conscience qu'elle demeure évolutive et qu'elle n'est que le reflet de capacités à un instant donné au cœur des sciences humaines et de leur potentialité. L'initialisation de l'action praxéologique contextualisée au cadre éducatif s'attache aux réalités de cet univers particulier.
Elle est cet instant d'éveil, d'émergence, d'émulation où l'étincelle de la curiosité et celle de la volonté de réponse à des mots prennent son essor. L'initialisation émane de la contextualisation assimilée par l'actant, de sa mise en relation avec les influences proches et des agrégations avec des supports pertinents pour la tâche à entreprendre. Cette initialisation prend forme sur la construction, la réalité, l'apprentissage et l'adaptation. La praxéologie est une méthode d'étude de la réalité qui impose à l'actant de stratifier les savoirs accessibles. Elle ne peut pas être jetée sur un phénomène et tenter de le rendre explicite. Elle exige une longue construction interne et externe en corrélation avec ce qui est vécu par l'actant. Elle s'effectue en réponse aux faits qui animent le phénomène, tout en participant à la construction personnelle de l'individu et en étant un constituant de la réalité elle-même en construction. Cette construction est multidimensionnelle. Elle intervient entre les différents acteurs tout au long des différentes phases d'action, de test, de vérification et de validation. Elle donne sa texture à l'activité de l'actant, qui est en mesure de rendre la réalité plus accessible. Décrire la réalité est une gageure. Qui que nous soyons dans le domaine des sciences humaines, nous ne pouvons rendre explicite et perceptible à autrui qu'une facette de la réalité. C'est celle qui en tant qu'individu nous a été donnée de percevoir, d'étudier et d'expliciter en fonction de ce que nous sommes. La réalité n'est donc pas la vérité. Elle est une représentation de ce qui a été vécu, conceptualisé et formalisé par l'actant pour ses destinataires. La réalité initialise l'action, puisqu'elle fixe son point de départ dans un contexte partagé par des intervenants qui participent à celle-ci. Cependant, pour parvenir à l'initialisation de l'action praxéologique, il est nécessaire de mettre en œuvre des apprentissages perfectibles tout au long de l'action entreprise. Les apprentissages au cours de l'avancée des travaux acquièrent divers statuts pour au final devenir des compétences, après avoir été des capacités reconnues et validées lors des phases du déroulement méthodique. Néanmoins, des adaptations sont impératives pour répondre aux exigences, pour se fondre dans les mouvances, pour discerner des particularités ou encore pour mettre en œuvre des options complexes et évolutives. La praxéologie pratiquée ainsi est un outil pertinent pour découvrir l'univers des pratiques éducatives et d'enseignement. Elle permet de mettre en perspective des réalités parfois atterrantes au sujet de comportements, d'attitudes et de glissements qui n'ont rien à faire dans un établissement scolaire, mais qui ne sont accessibles que par cette approche dont nombre de chercheurs reprochent une éthique élastique, car les objets de recherche ne peuvent rien dissimuler puisqu'ils ne savent pas qu'ils sont étudiés en situation. Figure 4. Initialisation de l'action praxéologique. La démarche praxéologique sous-tend que nous avons fait évoluer l'objet de recherche au contact des personnes qui le constituent. Les transformations ou les orientations induites sont admises et intégrées. Elles proviennent de la mise en œuvre pragmatique des méthodes collaboratives et de la contextualisation formalisée par des représentations de nature sémiotique, afin de rendre explicite, à notre sens, les imbrications et les interdépendances des phénomènes présents dans les pratiques éducatives et d'enseignement pour accéder à leur réalité. Le côté obscur des réalités éducatives. Les réalités éducatives possèdent des côtés obscurs que nous devons conscientiser, ne serait-ce que superficiellement, afin de nous garder de toute allégeance aux obédiences qui sont les instigatrices de ces phénomènes. Les actions éducatives doivent normalement produire des connaissances accessibles pour tous les destinataires sans servir des dogmes, des croyances, des clientèles institutionnalisées qui manipulent les savoirs diffusés afin qu'aucune émergence ne vienne bousculer un système qui a énormément de difficultés à se réformer en profondeur. Nous avons conscience que mettre en exergue, aussi brièvement que ce que nous allons le faire, les côtés obscurs des pratiques éducatives va entraîner un déchaînement d'assauts destructeurs, car l'infaillibilité est pour le moins, pour de très nombreux, trop nombreux acteurs éducatifs consubstantiels à leur exercice. De manière synthétique, les côtés obscurs des réalités éducatives peuvent être très brièvement présentés par l'illusionnisme qui les gangrène, par la fuite en avant, par l'empreinte du dogmatisme et de l'infaillibilité sans omettre la violence le plus souvent ostentatoire qui se vit dans les institutions. Nous sommes extrêmement cinglants envers tous ceux et celles qui pratiquent l'illusionnisme, et qui par cette intolérable attitude gangrènent les pratiques éducatives.
Ces travers sont présents à différents niveaux de l'action des adultes dans un établissement scolaire, BRUNPICARD, 2014. Pour tous ceux qui se donneraient la peine de dépasser le vernis communicationnel des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions, en allant fouiller la réalité, ils se rendraient compte qu'en dehors des 10% qui sont largement au-dessus de la multitude, plus de 60% des acteurs de l'enseignement ne font que donner l'illusion de satisfaire. L'illusionnisme si destructeur se construit sur l'apparente harmonie, une prétendue diversité, des dissimulations et des résultats avec lesquels se gargarisent les institutionnels. L'harmonie, la convivence, BRUNPICARD, 2015 devrait être une réalité vécue, partagée et développée dans tous les établissements scolaires par les acteurs éducatifs. Nous sommes très loin de ce vœu pieux. L'harmonie n'est qu'une image donnée par les intervenants qui donne l'impression, sans faire de vagues, que tout va pour le mieux et que rien ne vient entacher les pratiques éducatives. L'harmonie semble acquise, car les observateurs refusent de voir les faits et préfèrent se gargariser de ce qui fonctionne au détriment de la plus grande part des élèves. La diversité subit un sort identique. Sous le sceau de la diversité ou en d'autres termes de la discrimination positive, les pratiques éducatives donnent l'illusion que l'élite scolaire est accessible à tous ceux qui se donnent la peine d'œuvrer et d'être au niveau attendu. Nous en sommes très loin. La diversité est seulement ce qui sert les institutionnels pour qu'ils donnent l'illusion que tout est possible. Des individus sont mis sur un piédestal pour avoir intégré une grande école, pour avoir suivi une carrière hors norme malgré leurs origines, ou encore pour être parvenus à des postes majeurs à la force du poignet. Cette diversité ne représente qu'une infime partie, moins d'1 pour 10 000 dans le meilleur des cas. Il faut dire que la dissimulation contribue largement à de telles orientations qui entretiennent l'illusion et intensifient la gangrène des pratiques éducatives, car elles alimentent l'intensification des disparités sur l'autel d'une prétendue égalité, qui en réalité n'est qu'un sfumato pour soutenir un système qui satisfait une faible partie de la société. La dissimulation des faits, les illusions des prétendus experts qui refusent d'aller voir les faits et préfèrent se vautrer dans des questionnaires et autres arrangements avec les faits, font que l'illusion est entretenue à tous les niveaux d'intervention ou de réaction. Par ailleurs, les résultats plus que flatteurs au baccalauréat donnent l'illusion d'un système performant dans lequel l'œuvre exclusivement didactique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.